Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire réservé aux organismes de formation et qui a pour thème aujourd'hui le positionnement préalable, une étape incontournable. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, que pour le confort de tous, vos micros vont être coupés et que vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de l'émission. Vous voyez d'ailleurs à votre écran la partie blanche où vous pouvez saisir vos questions et nos modératrices nous feront passer les questions en fin d'émission. Nous sommes ensemble pour une demi-heure, donc 10 minutes sont réservées aux réponses aux questions que vous voudrez bien nous poser tout au long de l'émission. Nous attendons quelques instants afin de voir si tout le monde est prêt. A priori, c'est parti! Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Géraldine Lothar, chargée de mission qualité de l'offre de formation. Bonjour à tous. Et je suis Nicole Agosti, assistante qualité de la formation. Alors, outre le fait que nous souhaitons bien évidemment poursuivre notre collaboration, avant de commencer, Géraldine, j'aimerais que nous nous mettions d'accord sur le vocabulaire. Le positionnement préalable, c'est bien ce que nous appelions précédemment le positionnement pédagogique? Tout à fait, Nicole. Le positionnement préalable n'est pas nouveau en soi. Ce qui est nouveau, c'est qu'il soit inscrit dans des textes de loi. Cette nouvelle obligation qui vous incombe doit être réalisée à titre gratuit pour toute demande de financement, donc pour toute demande de salariés qui souhaiteraient réaliser une action de formation au sein de votre établissement. Cette demande ce positionnement pédagogique qui est obligatoire, doit être réalisée avant toute demande de financement de CPF de projet de transition professionnelle. Cette nouvelle obligation qui vous incombe est inscrite clairement dans le Code du travail. Alors, il a pour objectif de réaliser des parcours de formation individualisés, personnalisés aux réels besoins des candidats et qui permettront d'accompagner le candidat dans la réussite de sa reconversion. Attention, le positionnement pédagogique n'est pas une action de formation en soi. Il a lieu, comme je l'ai dit précédemment, avant toute demande de financement, avant toute action de formation, avant tout devis. L'objectif donc de cette rencontre, c'est de vous communiquer quelles sont nos attentes en tant que financeurs au regard de cette nouvelle réglementation. Effectivement, le positionnement pédagogique est un enjeu de taille. Il a un double impact sur la demande de financement, en amont et en aval de la commission d'étude des dossiers. Avant le passage, je dirais, de la demande de financement au niveau de la commission, le bilan de positionnement pédagogique doit être renseigné. S'il ne l'est pas, la demande est irrecevable et dans ces cas-là, la demande ne peut pas passer en commission. Pendant le passage de la demande de financement en commission d'étude des dossiers, lorsque le bilan de positionnement pédagogique est renseigné mais pas argumenté, la demande de financement risque d'être refusée puisque les membres de la commission n'auront pas assez d'éléments pour statuer favorablement à cette demande. Pour rappel, la commission se base, pour prendre ses décisions, se base sur 3 critères cumulatifs. La cohérence du projet de transition professionnelle, la pertinence du parcours de formation et des modalités de financement, et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Il est donc très important de bien argumenter le plus possible des éléments de façon à permettre à la commission de faire des choix éclairés. Alors, pour aborder ce thème, nous avons choisi de nous appuyer sur des cas concrets. Je propose donc de prendre votre place, votre rôle, organisme de formation,
Et Géraldine, bah, tu restes à ta place et tu réponds aux attentes Oui, du je FONGECIF. répondrai aux attendus du FONGECIF, tout C'est à fait. bon? Allez, c'est parti. Prenons donc le premier exemple. Il s'agit d'une salariée titulaire d'un BTS Communication et Action publicitaire qui souhaite faire un BTS diététique. Alors, en tant qu'organisme de formation, Géraldine, je ne sais pas ce qu'est un positionnement préalable. Alors, le positionnement préalable est le premier acte d'évaluation que vous allez être amené à réaliser en tant qu'organisme de formation pour un candidat qui vient vers vous. Alors, il a lieu en amont de toute demande de financement. Et puis, je dirais que il va falloir identifier de nombreux éléments, il va falloir les évaluer, et pour cela, je vous propose de les découper en 5 points. Alors, en premier lieu, il est incontournable de consulter le référentiel de certification de la formation qui aura été choisie par le candidat, afin d'identifier l'ensemble des éléments qui constituent cette certification, et notamment la durée du stage pratique, la période d'application d'entreprise, et pourquoi pas les dispenses que le certificateur, dans notre cas pour le BTS diététique, l'éducation nationale, propose pour cette certification-là. Et là, dans ce cas précis, nous avons un candidat qui, comment dire, qui a déjà un niveau d'études équivalent à la certification qu'il va la rechercher. Et dans ces cas-là, il faut prendre en compte ces éléments-là. Et le certificateur propose une dispense de toute la partie générale de la formation, puisqu'il ne va pas se représenter à nouveau à ces épreuves. Donc, il faudra que vous soyez en mesure de proposer un parcours où il n'y a pas cette formation générale. Et nous, en interne, dans nos services, nous allons vérifier que vous avez bien pris en compte ces éléments-là dans votre proposition de parcours. En deuxième lieu, il est important de vérifier que l'accent de formation qui a été choisi par le candidat soit bien en cohérence avec son projet de reconversion. Je profite également pour vous dire que c'est bien de vérifier la représentation que le candidat a du métier. Vous pouvez aborder également sa motivation, son intérêt pour sa reconversion. Et je rajouterais que pour l'exemple qu'on a de BTS diététique, il y a beaucoup de biologie, beaucoup de psychologie. Il serait bien aussi de vérifier l'appétence pour ces domaines euh, que le candidat doit avoir. En troisième lieu, les prérequis sont à vérifier. Pour cela, vous avez plusieurs outils, le CV, la lettre de motivation, vous avez également des tests, des QCM, etc. Donc, tous ces éléments-là doivent vous permettre de vérifier les prérequis. En quatrième lieu, vous avez peut-être décelé des acquis. Donc, dans ces cas-là, il va falloir que vous soyez en mesure d'identifier le niveau d'acquisition que le candidat a de ces acquis. Et pour cela, vous pouvez utiliser des thèses, des QCM, des mises en situation, des études de cas qui vous permettent de mieux appréhender et de mieux évaluer ces acquis. Et en cinquième et dernier lieu, il me semble très important de vérifier la capacité du candidat à suivre les différentes modalités pédagogiques que vous souhaitez mettre en place pour cette action de formation. Et notamment pour les actions de formation qui sont toutes ou en partie à distance. Effectivement, il faudra vérifier que la personne soit en capacité d'utiliser l'outil informatique, qu'il ait l'appétence pour cet outil-là. Vous pouvez également vérifier sa capacité d'autonomie de travail. C'est important avant de proposer une formation à distance. Très bien. Est-ce que pour faire tout ça, je suis obligée de recevoir la personne? Alors, recevoir physiquement la personne n'est pas une obligation. Aujourd'hui, nous avons de nombreux modes de communication à notre disposition pour pouvoir positionner le candidat. Vous avez la vidéo, la visio, vous avez le téléphone, le mail. Vous avez aussi vos plateformes informatiques où vous pouvez faire passer vos tests à distance. Je sais que vous êtes nombreux à en avoir. Donc, tous ces éléments vont vous permettre de positionner le candidat et puis après de lui faire une proposition pédagogique. Ce qui est important, c'est que vous soyez en mesure d'évaluer l'ensemble des éléments que nous avons vus précédemment et que vous soyez également en mesure d'utiliser vos outils d'évaluation que vous avez mis en place. Et je rajouterais que cet acte d'évaluation doit être transparent pour le candidat. Le candidat doit savoir qu'il est en train de réaliser un positionnement préalable et que ce positionnement préalable va vous amener à faire une proposition de parcours personnalisée et que cette proposition va être renseignée dans la demande de financement.
bien. Passons à présent au second exemple. Il s'agit d'une secrétaire de direction en poste depuis 6 ans qui souhaiterait faire un titre professionnel d'assistante ressources humaines. Donc, je vérifie les prérequis de la formation auprès de la candidate. Ensuite, je vérifie ses acquis et surtout le niveau de ses acquis. Tout à C'est fait, ça? tout à fait. C'est exact, Nicole. En tant qu'organisme de formation, je vous propose de réaliser plusieurs actions dans ces cas-là. Vous pouvez donc, si vous êtes dans la recherche des acquis et dans l'évaluation des acquis, mettre la candidate en situation face à un ordinateur devant un logiciel RH pour voir si elle maîtrise ou si elle connaît un petit peu. Vous pouvez réaliser des études de cas qui vont vous permettre de vérifier sa pratique dans ce domaine et sa logique organisationnelle. Vous pouvez également pratiquer des tests vous permettant d'évaluer ses connaissances en droit social, par exemple, ou son niveau d'acquisition en termes de vocabulaire technique, etc., etc. Alors effectivement, je ne doute pas sur votre capacité d'être force de proposition et d'être très inventif sur les outils que vous allez mettre en place pour pouvoir évaluer ces acquis. Donc, je peux, dans ma proposition pédagogique, prendre en compte toute l'expérience passée du candidat. Alors, je dirais même plus, ce n'est pas que vous pouvez, c'est que vous devez prendre en compte l'ensemble des éléments, l'ensemble des acquis du candidat, que ce soit des compétences transversales, des compétences transférables, son acquis, son potentiel d'apprentissage, que ça soit lié à ses expériences professionnelles ou à ses expériences personnelles. Donc, prendre en compte toutes les données que vous avez en amont de façon à pouvoir proposer un parcours de formation personnalisé et comment, je dirais même qu'aujourd'hui, en tant qu'organisme de formation, vous ne pouvez plus proposer une formation clé en main. Très bien. Alors, mettons-nous d'accord par rapport aux définitions. Une compétence transférable, c'est bien une compétence spécifique, un geste métier dans un contexte professionnel précis qui peut être utilisé dans d'autres métiers, comme par exemple l'action de souder. Tout à fait. D'accord. Et la compétence transversale est plus générique Mhm. et donc commune à plusieurs métiers. On peut prendre l'exemple de savoir utiliser l'outil informatique. Exactement, Nicole. Et je rajouterais qu'on peut également parler des soft skills. Les soft skills, ce sont des compétences transversales, mais qui concernent les savoir-être. Je prendrai l'exemple de la personne, hein, bon, une assistante, secrétaire assistante, qui a l'habitude de communiquer et de recevoir des clients ou des fournisseurs et qui va pouvoir utiliser ses compétences relationnelles pour son nouveau métier. D'accord. Donc, comme je dois prendre l'ensemble des résultats du positionnement pédagogique, il faut peut-être aussi que je me pose la question si une VAE est envisageable dans certains cas, une réduction de parcours ou au contraire une remise à niveau. Oui, selon les résultats que vous aurez obtenus lors du positionnement pédagogique, du positionnement préalable, une réduction ou un rallongement, excusez-moi, un allongement de parcours pourra être envisagé. Mais attention en ce qui concerne l'allongement de parcours. Ici, on parle bien de remise à niveau et non d'acquisition. Il ne faut pas confondre prérequis et acquis. Est-ce que tu peux nous dire ce que le FONGECIF entend par là? Oui. Alors, derrière le terme remise à niveau, nous entendons connaissance de base. C'est un réajustement, un développement des prérequis du candidat pour pouvoir rentrer en formation. Et là, dans ces cas-là, on peut donner comme exemple le français, les mathématiques. Derrière acquisition, nous entendons connaissances complémentaires. Connaissances complémentaires qui équivaut à des modules supplémentaires qui ne seraient pas prévus dans le référentiel de certification et qui amèneraient des compétences supplémentaires à la personne. Donc, le premier pourra être pris en compte comme un allongement de parcours et pourra être inclus
dans votre proposition pédagogique, c'est une vraie individualisation de parcours, et pour être financé par le FONGICIF. Alors que le second on ne le pourra pas. Donc, le salarié devra être dans l'obligation d'aller chercher un autre dispositif de financement pour ce dernier. Très bien. Passons à notre troisième exemple. Il s'agit d'une vendeuse en prêt-à-porter qui souhaite faire la formation de webmaster, donc deux métiers bien éloignés les uns des autres. Alors, si je prends l'intégralité des résultats du positionnement préalable, qu'est-ce que j'écris dans le bilan de positionnement préalable? Alors, vous devez écrire tout le travail que vous avez réalisé en amont du remplissage de la demande de financement. Vous devez mettre en avant dans cette partie bilan de positionnement préalable ce qui vous a permis de proposer ce parcours. Le pourquoi ce parcours de formation, pourquoi ce programme Webmaster. Je rajouterais quand même que, on l'a déjà vu plus loin, mais je le reprécise, que vous devez, en tout cas, proposer un parcours qui ne soit pas identique d'un candidat à l'autre, normalement, en tout cas. D'accord. Donc, en conséquence de ce que tu viens de dire, si dans le bilan de positionnement préalable, je note que la personne a des acquis, mais que dans ma proposition pédagogique, je ne propose pas de réduction de parcours, ça risque de poser problème. Oui, cela va donner beaucoup moins de chances à la demande de financement d'être acceptée par les membres de la commission paritaire. D'accord. Alors, je rajouterai que lorsqu'il y a un écart entre les deux, lors de la préparation de la demande de financement pour son passage en commission paritaire, nos collègues qui s'interrogent sur ces aspects vont devoir obligatoirement vous appeler et appeler la candidate pour comprendre la situation. Et en deuxième point, lors du passage de la demande de financement en commission d'étude des dossiers, les membres de la commission auront beaucoup de mal à s'appuyer sur votre argumentaire afin de prendre une décision éclairée. La demande risque d'être refusée. Donc, au-delà de tout ça, je rajouterai qu'il est évident qu'en tant que financeur, nous ne pourrons pas accepter qu'une demande de financement ne soit pas individualisée parce que vous n'êtes pas en mesure de mettre en place cette individualisation dans votre organisme. Seuls les parcours identiques qui seront proposés pourront être acceptés parce que vous avez pris en compte les acquis ou les non-acquis du candidat, mais pas parce que vous n'êtes pas en capacité de mettre en place une individualisation de parcours. Très bien. Donc, le positionnement préalable doit me permettre de répondre à ces deux questions qui sont: le parcours de formation que je propose est-il parfaitement adapté aux réels besoins en formation de la candidate? Oui. Et ses prérequis et ses acquis ont-ils bien été pris en compte dans ma proposition? Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Alors, en effet, nous attendons des réponses sur l'ensemble des items que vous voyez apparaître et qui sont dans la demande de financement, dans le volet bilan, enfin dans le volet organisme de formation et dans la partie bilan de positionnement pédagogique. Vous avez la partie acquis des connaissances du bénéficiaire que vous devez remplir. Vous avez la partie compétences et savoir-faire transférables. Vous avez la partie compétences et savoir-faire à acquérir et vous avez les blocs de compétences nécessaires au parcours de formation. Les résultats de la candidate, retranscrits en arguments, vont permettre d'éclairer les membres de la commission paritaire et ils vont statuer par rapport à cette argumentation. Ils doivent, donc ces arguments, démontrer que vous avez mesuré le fait que l'action de formation proposée va répondre en tout point aux besoins du candidat pour la réussite de sa reconversion. Vos arguments vont donner du sens à votre proposition pédagogique. D'accord. Donc, le positionnement, finalement, devient donc un moyen d'analyse pour la commission pour faire des choix éclairés. Oui, Nicole, tout à fait. J'en profite pour répéter que votre proposition de parcours doit être en adéquation avec vos arguments. J'attire aussi votre attention sur le fait que cet acte d'évaluation doit faire l'objet d'une traçabilité.
À tout moment, si nous en avons besoin, nous pouvons vous demander les résultats du positionnement pédagogique. Donc, vous devez avoir des éléments écrits que vous avez notés lors de l'entretien, que vous avez les résultats des tests, les mises en situation, les résultats des mises en situation. Tous ces éléments, donc, vous devez pouvoir nous les montrer et nous montrer également les outils que vous avez mis en place pour l'évaluation. Et par ailleurs, pour faciliter la compréhension et l'acceptation du parcours identifié, je vous invite à prendre le temps de débriefer avec le candidat, de lui expliquer les résultats et de lui dire que ces résultats vous ont amené à faire cette proposition pédagogique. Et cette proposition pédagogique, vous allez la renseigner dans la demande de financement. Il ne faut pas oublier également de transmettre un document au candidat qui l'informe de votre décision de l'accepter ou pas dans cette formation. Et vous pouvez mettre évidemment sous réserve d'acceptation de financement. Ça peut être un élément utile à mettre. Très bien. Donc, nous venons d'aborder l'ensemble des éléments que nous voulions voir aujourd'hui avec vous sur ce thème. Nous vous proposons dès à présent une pause quiz. Je reprends donc mon rôle d'animatrice de ce webinaire et je vous laisse prendre connaissance de ce fameux quiz de façon à ce que vous puissiez vous positionner par rapport à ce que vous avez pu retenir de cette émission. Je vous laisse donc prendre connaissance et répondre en même temps. Alors, visiblement, c'est la réponse 1, 2 et 3 qui se démarquent. Géraldine. Alors, moi, je dirais réponse 2 et 3. Oui, ben vous l'avez bien compris, hein. L'objectif est de mettre en place différents outils d'évaluation adaptés aux actions de votre offre de formation. Et effectivement, ce qui sera important, c'est selon le contexte du candidat, d'aller piocher dans votre boîte à outils et d'aller sélectionner les outils qui seront le plus adaptés à la situation. Ou l'outil qui seront le plus adaptés. Très bien. Nous arrivons au terme de ce webinaire avant de passer à vos questions. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que les maîtres mots d'un positionnement préalable sont l'individualisation, la personnalisation de parcours de formation au regard de l'objectif professionnel visé par le candidat. Oui, Nicole. Pour synthétiser ce webinaire, afin de remplir au mieux le bilan de position préalable que vous avez dans la demande de financement de CPF de projet de transition professionnelle, il vous faut passer par 3 étapes incontournables. La première, c'est la création, donc l'existence d'outils d'évaluation que vous allez utiliser pour le positionnement préalable. La deuxième, c'est la prise en compte des résultats de ce positionnement préalable. Et la troisième, c'est l'argumentation de la proposition pédagogique que vous allez faire sur la demande de financement. Parfait. Sachez que vous pouvez télécharger donc dans votre espace donc, dédié aux organismes de formation, dans la partie qualité de la formation, dans la boîte à outils, la fiche pratique, les bonnes pratiques et la fiche positionnement préalable. Voilà, qui vous permettront de retrouver les éléments importants donc, du positionnement préalable. Nous passons à présent aux questions-réponses. C'est à vous. Alors, nous passons à la première question. Comment la Commission apprécie concrètement la pertinence du parcours de formation? Eh ben, c'est en lisant. Alors, il y a plusieurs moyens. Déjà, il y a des onglets que le candidat va remplir sur Internet sur son espace personnel en plus des 3 volets de la demande de financement. Il y a un onglet qui va parler donc du projet de formation en lien avec son projet de reconversion. Donc ces éléments-là sont lus par la commission. Ensuite, les administrateurs et les commissaires vont s'appuyer sur vos arguments. Donc clairement, s'ils ne trouvent pas réponse dans vos arguments pour comprendre votre proposition, ça sera difficile pour eux de pouvoir valider le financement de cette action de formation. Donc c'est votre travail qui est pris en compte. Question numéro 2. En tant que prestataire, sommes-nous
informé du motif de refus du dossier du stagiaire? Alors non, le motif de refus, il n'y a que le stagiaire qui l'a dans le courrier qu'il reçoit dans son espace personnel. Vous, vous avez une notification de refus, mais le motif, vous ne l'avez pas. Donc après, vous pouvez vous mettre en contact avec le candidat et voir avec lui ce qui a péché. Mais nous, on n'est pas en mesure de pouvoir vous communiquer cette information-là. C'est quand même à la discrétion du candidat et du financeur. D'accord. Comment le FONGECIF peut nous aider concrètement sur le sujet? Eh ben, là, on vient de faire un superbe webinaire, enfin, en tout cas, je l'espère, pouvant, enfin, en tout cas, qui permettrait de répondre à toutes ces demandes. Il y a des visites qualité qui sont organisées également, où on vient vous rencontrer dans vos locaux et on continue à échanger sur ces sujets-là avec vous pour vous accompagner dans cette démarche. Nous sommes toujours disponibles avec la boîte mail qualité où on peut répondre à vos demandes. Mais par contre, on ne pourra pas créer les outils à votre place. On ne pourra pas faire le positionnement pédagogique à votre place. On ne peut simplement, en tant que financeur, vous informer de nos attendus et de comment nous utilisons les résultats de ce positionnement pédagogique. On peut peut-être aussi rappeler ce que j'ai énoncé tout à l'heure. Dans la partie, donc, dans votre espace dédié sur notre site, vous Oui, pouvez trouver dans l'onglet qualité de la formation la fiche des bonnes pratiques sur le positionnement préalable. tout à fait. Merci. C'est ça. Autre question, est-ce que l'on peut rallonger un parcours de formation? Alors, on parle d'allongement de parcours, donc on a essayé d'exprimer ce qu'on attendait par allongement de parcours. Oui, vous pouvez allonger le parcours de formation si vous êtes dans une remise à niveau uniquement. On parle de connaissances de base, on parle de socle de base, c'est-à-dire que vous avez identifié que la personne n'a pas tout à fait tous les prérequis nécessaires pour pouvoir rentrer en formation, qu'il y en manque un petit peu, et que là, vous allez proposer en amont de la formation une formation enfin, une remise à niveau qui lui permettra d'acquérir l'ensemble des prérequis pour pouvoir rentrer sereinement en formation. Je vais donner un exemple concret. Vous avez des personnes qui s'inscrivent pour passer des titres professionnels avec des permis de conduire. Et bah, des fois, vous avez des personnes qui ont du mal à écrire ou à lire le français. Bah, il est clair que si vous ne proposez pas à ces personnes-là de travailler la partie français avant de rentrer au titre professionnel, cette personne, elle pourra se présenter au permis une fois, deux fois, trois fois, elle peut le rater toujours pour la même raison, c'est sa difficulté à comprendre le français ou à lire le français. Donc, il est important de proposer un allongement de parcours que vous êtes capable de mettre en place dans votre organisme de formation en amont de la formation. Après, on peut peut-être aussi dire que si c'est trop compliqué, il faut simplement voir quels sont les prérequis de l'entrée en formation Oui, oui, aussi. oui, tout à fait, je suis d'accord. Alors, autre question, est-ce que l'on doit se limiter seulement au dossier ou envoyer l'ensemble du corpus de positionnement? Alors, c'est vrai que notre dossier de demande de financement, le volet bilan de compétences, est un peu réduit. Et effectivement, nous-mêmes, des fois, on se rend compte qu'on n'a Bilan de pas. positionnement, Oui, bilan de pas de compétences. Ah oui, excusez-moi, bilan de positionnement préalable est un peu réduit et Aussi. qu'effectivement, on peut être amené nous-mêmes à avoir peu d'éléments nous accompagnant dans l'explication et dans la compréhension de la situation. Donc, je vous invite non pas à nous donner les résultats des tests, pas du tout, mais à donner des arguments complémentaires dans une fiche qui peut être une annexe du dossier que vous fournissez au candidat et qui va lui-même nous remettre. Donc, on parle bien d'arguments, hein, on parle bien de renseignements sur comment vous avez pris votre décision pour faire ce choix de proposition de parcours, mais pas les résultats des tests. Vous ne remettez pas les résultats des tests. Ça, on sera amené à vous les demander si besoin. Très bien. Encore une On question? a une dernière, je pense. Oui, une dernière. Alors, je vois que Rapidement. oui, la modératrice est en train d'écrire. La voici. Peut-on accéder au programme, ça sera la dernière, hein. Peut-on accéder au programme et aux dates des prochaines rencontres entre le FONGECIF et les organismes? Bah là, je crois qu'il y a un prochain et un dernier webinaire qui est prévu au mois de décembre, début décembre. Et sinon, pour les visites qualité, c'est au fur et à mesure, j'essaie d'inviter les organismes à me recevoir et à m'accueillir au sein des locaux. Mais là, il y a pas de planning. Très bien.
Merci. Nous allons donc conclure notre webinaire en souhaitant qu'il vous ait apporté tout l'éclairage nécessaire. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook et également sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir, Au bonne revoir. journée.